Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je suis allé voir Peugeot, Monsieur Saint-Jour, on communique sur le savoir-faire d'une écurie qui sait construire un moteur de F1, mais ça n'a rien à voir avec la série. Alors que je suis allé leur proposer de communiquer sur le fait que c'est le moteur de la 607 qu'on envoie au Mans. Alors évidemment, il est préparé, comme tous les moteurs de course, mais la base, c'est le moteur de la 607. Et comme c'était le lancement de la 607 à cette époque, et qu'à Francfort, les journalistes ont passé leur temps à dire que la 607 était une belle voiture, mais qu'elle n'avait pas de moteur, je leur ai dit, on va prouver qu'elle a non seulement un bon moteur, mais que ce moteur peut aller au Mans avec des chances de succès. Donc cette communication leur a plu. Et ils se sont engagés directement avec moi, ce qui est très courageux de leur part, parce que ils ne connaissaient pas très bien ce que j'allais faire, je leur ai expliqué. Ils ne connaissaient pas très bien ce qu'était devenu le moteur préparé par Sodemo, je leur ai donné quelques garanties. Et surtout, c'était courageux de la part de M. Saint-Jour, c'est que si le moteur explosait en direct sur la ligne droite des Hunaudières, c'était le moteur de la 607. C'était pas un V10 de Formule 1, c'était le moteur de la 607. Donc c'était très risqué sur le plan de l'image industrielle. Et ils ont été récompensés de leur courage industriel, puisque le moteur non seulement a tenu pour la première fois qu'il allait au Mans, ce qui est très très rare, mais en plus il est arrivé 4e, ce qui est formidable. Alors, cette victoire au Mans, alors on a qualifié, voilà, non mais c'est ça, c'est qu'on a qualifié votre 4e place de victoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait la fameuse Luftwaffe, comme on disait, les 3 Audi qui étaient en tête, qui étaient pratiquement intouchables, tout le monde le savait. Et puis derrière, il y a eu, on va dire, une dizaine, vous le disiez vous-même, je crois, dans la presse spécialisée, une dizaine d'outsiders. Et puis vous espériez éventuellement finir entre 4e et 7e, vous avez fini 4e. Cette victoire, même si au jour d'aujourd'hui vous comptabilisez 4 victoires à titre personnel aux 24 heures du Mans, ça a dû être... on va le voir avec une photo là où on vous voit soulevé par vos collaborateurs. Comment vous l'avez vécu, vous, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très expansif? Ça a été quelque chose de très très fort, évidemment, parce qu'on s'est tous impliqués énormément dans ce projet. Moi, à titre personnel, parce que j'ai jamais complètement bouclé mon budget, donc j'en suis de ma poche. Ensuite, je m'étais quand même fortement engagé vis-à-vis de partenaires importants, comme Peugeot, entre autres, et comme tous mes autres partenaires qui sont sur la voiture. Ça a dû vous donner une bouffée d'oxygène, quoi, justement pour l'avenir, pour la saison 2001 par exemple. Oui, parce que j'avais tout approuvé pendant cette seule participation au Mans, puisque j'avais fait une course avant, c'était les 1000 km de Silverstone, on était arrivé déjà à 6e, c'était pas mal. Mais au Mans, il fallait que je prouve le potentiel de mon écurie, le potentiel de la voiture, et le potentiel du moteur, et qu'on fasse un sans faute. Grosse pression. Et donc énorme pression qui pouvait pratiquement compromettre mon avenir, parce que si tout le monde aurait compris qu'un moteur engagé pour la première fois au Mans puisse casser, ça aurait été pas bien vu dans le contexte de la Formule 1 qui marchait pas bien. C'était pas un coup de poker, mais presque. C'était pas un coup de poker, parce que je l'ai vraiment bien préparé, cette course. On a fait 4800 km d'essai, on a le moteur a fait 110 heures au banc, donc on avait une voiture fiable. J'avais tout fait. Alors donc suite à ce reportage, on se rend compte d'une chose tout de même, c'est que vous êtes un véritable homme orchestre au sein du Paul Belmondo Racing. En fait, on est deux. Il y a moi et Claude-Yves Gosselin qui est mon associé. En fait, on est deux et on se répartit les tâches au sein de l'écurie. D'accord. On peut rapidement avoir un tour d'horizon de l'écurie en termes déjà de budget, par exemple. Ça demande un budget de combien pour courir? En termes de budget, on a un budget de fonctionnement de 10 millions pour la saison avec Le Mans. D'accord. Et ces 10 millions, c'est essentiellement du sponsoring? C'est 100% du sponsoring. Il n'y a pas d'autre entrée financière dans l'écurie que le sponsoring. D'accord. On a pu voir lors du dernier reportage différents pilotes qui étaient là. Alors, il y a 3 voitures, je crois, au sein du team. Il y a 3 voitures. Donc, il y a une voiture avec Guy Martignol et Jean-Claude Lagnès, qui, eux, en fait, ont un programme qui est surtout axé sur les 24 heures du Mans et qui se préparent, en fait, en faisant des courses de GT et FIA. Néanmoins, ils font de très bons résultats puisqu'ils ont fini 6e à Monza et ont marqué 1 point.
Il y a 2 autres pilotes qui sont Vincent Vos et Boris de Richebourg. Donc c'est difficile. Alors justement, là, on va voir les images du ravitaillement où, en fait, le ravitaillement officiellement, ça dure 3 minutes, mais à cela, on rajoute en fait l'épreuve des changements pneumatiques. Oui, voilà. Donc on a on a un temps neutralisé sur une course de 3 heures de 3 minutes. 3 minutes. Pour éviter justement qu'il y ait des accidents de ravitaillement d'essence, pour que les gens prennent le temps de faire les choses bien. Donc c'est vrai que 3 minutes, on a largement le temps de sortir de la voiture, de changer, parce qu'en championnat, on a 45 secondes, donc normalement 45 secondes, on est prêt. Donc là, on voit un niveau professionnel, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de belles voitures, mais il y a toujours un pilote pro, un pilote amateur, et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un système comme ça où on pénalise tout. On n'est pas en Formule 1, on n'est pas là à ses pieds les uns les autres, mais bien sûr qu'il y a un règlement, il faut essayer de le suivre. Moi, je voulais en revenir au team Scorp Motorsport. Alors, on va parler un petit peu monnaie, dollars, argent, livres sterling, ce que tu veux. Ouais. Ça coûte de franc l'argent. français. Franc français, voilà. Pour être C'est vrai qu'on est une team franco-français. Mais ça, budget de l'année. Budget de l'année Que tu m'avais dit quand même. C'est vrai, donc on aimerait bien faire des évolutions sur notre voiture. Et bon, pour l'instant, on est en fin de saison, donc on n'arrive pas à les faire. Mais il faut, par pilote, avec l'achat de la voiture sur 2 saisons, il faut compter un peu plus de 700 000, donc ça fait 800 000. Donc c'est vrai que ça fait pratiquement un peu plus d'1,5 million à 2. Donc là-dessus, il y a la prestation du team, c'est-à-dire les mécanos, les gens enfin la bouffe sur le circuit, le camion, la voiture, les pneumatiques et tout ce qu'on pourrait changer. Et après, à l'intérieur de tout ça, il y a différents niveaux de prestations. Il faut savoir si on veut des disques neufs à chaque qualif. Est-ce que tu me disais justement à Manico, tu me disais que vous avez un peu des problèmes au niveau des budgets. On a un petit peu, on aimerait faire beaucoup d'évolutions sur la voiture. Sacrée performance, parce que quand vous rivalisez avec des teams comme le team Art ou le team DDO, c'est pas du tout, là vous boxez pas dans la même catégorie. Non, donc en plus vous avez un look d'écurie quand même high-tech, quoi. Chacun a sa combinaison. On est vous êtes très pro. Voilà, on est très pro. Mais c'est vrai qu'au niveau de la voiture et développement de la voiture, il nous manquerait une petite rallonge dans notre budget pour être vraiment très bien. Les images, et puis on va pouvoir les commenter et ensemble vivre, je dirais, vous êtes toujours détenteur d'ailleurs du record du monde. Oui, d'autres ont essayé depuis. Ford a essayé avec un break Mondeo survitaminé. Alors justement, on vous voit à l'intérieur de l'habitacle, vous demandez à tout le monde de se pousser un petit peu. Il y avait une belle équipe. Donc là, ça se passe où en Finlande? C'est à Oulu, c'est dans le nord de la Finlande. C'est sur la mer, c'est ce qui est assez surprenant. La mer qui est glacée et sur le parking qu'on vient de quitter, il y avait un petit peu de neige pour arrêter la voiture en finale. Mais la piste, par ailleurs, était une piste tracée et on le voit sur ces images. C'était vraiment de la glace vive au milieu de cette mer, de cette banquise. Là, on voit un petit peu qu'on se rend compte quand même je dirais pas de la folie, mais... Il n'y a pas d'adhérence. C'est quand même assez impressionnant. Quoi, je veux dire. Et alors, il y a des choses assez particulières, c'est que finalement, sur la glace, jusqu'à 180 km/h. Là, justement, on voit que vous êtes en train d'accélérer. Là. Voilà, donc ça, jusqu'à 180 km/h, c'est très difficile d'accélérer parce que vous avez très peu d'appui. Vous voyez, la voiture prend des mouvements de balancier qu'il faut contrecarrer. Donc, on avait rajouté énormément de plomb dans cette voiture. Vous êtes à 300 là. Là, en fait, pour tout vous dire, les images sont à moins de 300 km/h parce qu'on n'arrivait pas à tenir les caméras paluches en vitesse maximum. Et à des vitesses très supérieures, que ça commence à se compliquer, que de nouveau, le véhicule patine. Là, donc, on est à... Aileron très discret, d'ailleurs. On observe oui, mais qui avait quand même son effet. Donc là, on est à 300 km/h. Vous voyez qu'il y a un mouvement de balancier qui est quand même très important. Je vous avoue, c'est assez spécial. Ce n'est plus trop conduire une voiture. On avait une vitesse finale de 315 km/h. Et le record a été homologué par des représentants de la FIA à 296,34 km/h de moyenne. Et aujourd'hui, vous êtes en train, tout simplement, vous avez fait une proposition à Venturi. On a fait une proposition au tribunal de commerce et nous attendons la réponse du tribunal. On a très bon espoir. Le tribunal, fin mai, nous a attribué en fait la marque, l'entreprise, les actifs de l'entreprise. Et un certain nombre de recours avaient été déposés et les conclusions seront officielles le 12. Donc on est extrêmement bien positionné.
Avec comme objectif un objectif à terme. D'abord, il faut, je dirais, un petit peu faire le ménage, remettre en place tout le service de pièces détachées. Il y a 700 Venturi qui ont été construites en 15 ans, mais 700 voitures quand même, qui ont besoin d'entretien. Et à terme, un positionnement de la marque vers du luxe, ce que j'appelle de l'artisanat high-tech. C'est-à-dire des produits qui ne viennent pas forcément en concurrence des produits des automobiles sportives de l'industrie automobile, mais plutôt des produits à très très faible, très petite série, faits spécialement pour des clients que l'on connaît assez bien du fait de l'expérience que nous avons eue avec Bugatti. Jean-Pierre Jabouille, bonjour. Bonjour. Avant de commencer l'émission, je voulais vous poser une question. Internet, donc au jour d'aujourd'hui, vous venez de mettre un pied sur ce qu'on appelle le web. Votre avis et votre impression concernant ce nouveau média? J'ai une impression, comme ça, a priori, bonne, mais malheureusement, je ne connais pas encore et je ne sais pas, comme on dit, surfer sur Internet. Donc, mais je commence à m'y intéresser, donc c'est sûr que j'en ai entendu parler énormément et je crois que effectivement, c'est pour le futur ou dans le futur, peut-être plus moyen terme qu'à court terme, on va faire des choses extraordinaires avec ça. En 1980, vous êtes en Formule 1 chez Renault et vous gagnez votre premier Grand Prix de Dijon. Voilà. De France, à Dijon. Pardon. Exactement. Donc pour Renault, c'était fantastique parce que je me rappelle, j'étais en première ligne et il y avait tout le staff de Renault et il y avait une pression énorme. Ils en avaient pratiquement plus que moi, puisque moi, j'ai jamais été... Il y a des gens qui sont... La pression les affaiblit, et moi, au contraire, ça me renforce. Donc, on a fait pole position, et puis j'ai gagné la course. Il y a eu cette année-là une bataille entre Gilles Villeneuve et puis René Arnoux. Un duel d'anthologie, d'ailleurs. Oui, voilà, oui. Et puis j'ai gagné cette course, j'en ai gagné une autre devant Alan Jones sur le circuit d'Autriche, le Grand Prix d'Autriche. Voilà. Ouais, puis malheureusement, ça ne s'est pas très bien terminé, puisque ça s'est terminé au Canada, d'ailleurs, le week-end prochain, sur le même circuit. Et bien j'ai eu un accident, j'ai eu une rupture de suspension arrière, et puis voilà, je me suis fait le rail de face et les deux jambes. Esquinté. C'était à la base du moteur 905 ou il fallait repartir d'une feuille blanche? Alors là, eux pensaient qu'on allait partir sur la base du moteur 905, mais c'était un moteur qui était obsolète totalement pour faire de la Formule 1. C'était un V6 en plus. Hein. Non, c'était un 10 cylindres, il était bien, mais c'était un moteur voué à l'endurance, c'était un gros moteur, un énorme moteur, donc il ne pouvait pas du tout fonctionner pour la Formule 1. Mais on peut pas eux ne connaissent pas le sport, ne connaissent pas la course automobile, donc ils se pensaient que V10, moteur V10, 3,5 litres, ça allait dans... voilà. Alors non, on a refait un moteur tout à fait nouveau. Et ce qui était bien à l'époque, c'est que je suis arrivé à décider, Ron Dennis, McLaren, a opté pour le moteur Peugeot sur une maquette. Puisque le moteur, quand il l'a vu et quand on a signé l'accord, il n'existait pas, c'était une maquette. Le moteur qui existait, c'était le moteur 905, mais comme lui me l'a dit à ce moment-là, si vous m'aviez proposé le moteur de la 905, eh bien, on n'aurait pas fait l'accord avec lui. Attendez, parce que Ron Dennis, c'est quand même pas n'importe qui dans le monde de la Formule 1, puis on connaît un petit peu, je dirais, le côté rigoureux des Anglais, cartésien même. Comment se fait-il que Ron Dennis ait accordé autant de crédit à une maquette? Je veux dire, le secret de... Non, il a accordé parce que, c'est quelqu'un qui me connaît bien, que je connais bien, et il m'a fait confiance parce que...